nous allons débuter cette séance du Conseil municipal du 23 juin. Je vais d'abord faire l'appel. Bertrand Lyon, présent. Frédéric Dulac. Présent. Tristan Jacques. Présent. Laurence Rollard, absente pour voir à Magali Douce. Roberto Drapron. Présent. Émilie Stella, absente pour voir Frédéric Dulac. Arnaud Boutier. Oui. Magali Douce. Oui. Présent. Jean Tancerel. Présent. Eliane Goliot, absente pour voir Thierry Gondeyer. Brigitte Boucher, absente pour voir Denis Vergniaud. Denis Guyard. Présent. Raymond Besco. Présent. Yolande Grosbon. Présent. Fabienne Melin, absent pour voir Patrick Marquet. Patrick Marquet. Présent. Thierry Gondeyer. Présent. Denis Vergniaud. Présent. Slimane Moala. Présent. Christelle Guillard. Présente. Salem Labrade, absent pour voir à Christelle Guillard. Charles Renard, absent pour voir à Étienne Dervin. Nicolas Largès, absent pour voir à Slimane Moala. Caroline Lignou, absent pour voir à Anne Dedon. Isabelle Salomé, absent pour voir à Arnaud Boutier. Anne Dedon. Stéphane Bouchard, absent pour voir à Benoît Toulec. Étienne Dervin. Présent. Benoît Toulec. Présent. Nous avons le quorum, nous pouvons donc débuter cette séance. Je vous propose en secrétaire de séance, sauf si quelqu'un d'autre veut le faire, je sais qu'elle sera d'accord si besoin. C'est Frédéric Dulac. D'autres personnes. Donc Frédéric Dulac est notre secrétaire de séance. Nous commençons par l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 31 mars dernier. Je n'ai pas reçu de remarques. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Merci. Premier élément de ce soir concerne l'intercommunalité. C'est une délibération que nous devons prendre avant le 31 août 2025, c'est-à-dire qu'il y a une répartition du nombre de conseillers communautaires dans nos établissements publics de coopération intercommunale. Ce nombre est proportionnel au nombre d'habitants des communes. Toutefois, il est possible de mettre en place ce qu'on appelle un accord local pour sortir du droit commun. Accord local qui avait été pris donc, avant les dernières élections municipales et qu'il est proposé de reconduire pour les prochaines échéances. Accord local surtout qui permet aux communes de plus petite taille d'avoir une garantie de représentativité et de ne pas se retrouver avec un seul conseiller communautaire, par exemple, ce qui serait le cas de Coignères ou de la Verrière si nous étions dans le droit commun notamment, et pour des communes comme la nôtre, d'avoir donc aussi une ou un conseiller communautaire de moins. Donc c'est important, en tout cas ça nous semble important et collectivement consensuel au sein de l'ensemble des 12 communes de l'agglomération, et donc c'est pourquoi on vous propose, comme ça sera le cas dans l'ensemble des conseils municipaux qui auront lieu d'ici le 31 août, de remettre en place, en tout cas de proposer cet accord local pour les prochaines élections municipales, à savoir 76 membres au lieu de 64 sièges si on était dans le droit commun. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions à ce sujet? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Pour vérifier, abstention, refus de vote, unanimité. Merci. Ensuite, il s'agit de modification du tableau d'effectifs qui concerne un recrutement
en cours. Sur le premier élément avec la suppression d'un poste de rédacteur et la création d'un poste d'attaché, et ensuite l'ensemble des autres évolutions concernent des avancements de grade, donc sur les postes d'adjoint administratif, d'adjoint technique, d'adjoint d'animation, d'ADSEM, d'agent social et d'animateur. Y a-t-il des questions ou des remarques? Anne Dedon. Sur les deux premiers postes, enfin les deux premières lignes de la délibération, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que faisait le rédacteur et ce qu'il est prévu pour l'attacher? Merci. Alors ça concerne le recrutement en transition écologique, la chargée de mission de transition écologique, et le recrutement en fait est fait maintenant, et avec une personne donc, qui a un niveau qui fait que nous sommes directement sur un poste d'attaché, en tout cas sur un grade d'attaché. Moi, ce sont les niveaux master. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose. Excusez-moi, mais du coup, la personne qui était rédacteur est partie d'elle-même, c'est ça? Oui, c'est une mutation. Et donc, elle avait une autre fonction au sein de la communication, j'imagine? Ah non, c'est le même type de fonction, mais c'est exactement la même fonction, sauf que comme ça nous arrive en fait sur certains recrutements, en fonction du niveau de diplôme, en fait, on doit recruter sur un grade. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, il s'agit quelque chose de traditionnel, donc de la convention d'objectifs entre la commune et une association qui est le comité local des œuvres sociales. Vous le savez, nous avons une organisation sur notre commune avec un CLOS qui est une association et qui est donc gérée directement par les agents dans le mode associatif. Nous avons une subvention qui dépasse les 23 000 €. Donc dans ce cadre-là, nous mettons en place une convention, comme pour l'ensemble des associations qui dépassent ce montant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Je vous remercie, ça va nous permettre de verser cette subvention. Ensuite, concernant la prise en charge de frais inhérents à la représentation de la commune, nous n'avions pas eu l'occasion de prendre ce type de délibération jusqu'à présent, mais comme nous avons donc un déplacement de notre conseiller qui est référent sur les affaires de lien avec l'armée, nous devons donc prendre une délibération pour permettre tout simplement de lui rembourser ses frais de transport ferroviaire. Donc comme nous n'avions pas de délibération, nous ne pouvions pas lui faire ce remboursement. Je vous propose donc de prendre cette délibération qui cadre les possibilités donc, de remboursement pour des élus avec les plafonnements qui sont indiqués et en signalant, puisque évidemment si cela devait arriver à un moment, que le transport aérien ou les frais de stationnement sur la ville de Paris ne sont pas pris en charge dans le cadre de cette délibération. On est uniquement sur les questions de transport ferroviaire, covoiturage ou autre transport collectif ou d'utilisation du véhicule. Évidemment, c'est en fonction d'un certain nombre de déplacements qui ne sont jamais arrivés jusqu'à maintenant, donc c'est un cas unique. Voilà, je le précise. Anne Dedon. Oui, il y a déjà une partie de la réponse et je vous en remercie. Donc, si je comprends bien, il n'y avait pas eu cette nécessité de représenter la commune sur des sites éloignés jusqu'à présent.
Et si je comprends bien aussi, on n'imagine pas qu'il y en ait tellement d'autres à l'avenir. Donc il n'y a pas d'enveloppe prévue pour... Non. Non, non. D'accord. Simplement, on est obligé de prendre cette délibération pour au moins lui faire ses remboursements, que je n'ai plus en tête, mais qui sont aux alentours de 170, 140 euros. 132. 132 euros, voilà. On est très loin de... Voilà, et c'est pour nous représenter donc, en tant que référent auprès des armées, sachant que nous travaillons régulièrement avec le domaine militaire, notamment pour tout ce qui est accueil des... alors moi j'appelle ça toujours JDC, je ne sais jamais si ça change ou pas, mais journée défense citoyenneté, qui nous permettent de les accueillir ici, ou d'autres liens aussi par rapport à la sûreté du territoire. On a échangé avec eux notamment au moment des Jeux Olympiques l'an passé par exemple, sur certains dispositifs militaires, hors gendarmerie, et puis donc d'autres actions dans ce cadre. Je vous propose, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. À présent, je vais laisser la parole à Tristan Jacques pour nous présenter la délibération sur les reprises des suramortissements d'immobilisation. Une délibération aussi passionnante que la précédente. L'idée, c'est que les amortissements ne servent à rien en collectivité territoriale parce qu'il n'y a pas d'imposition. Cependant, on amortit les investissements, notamment, là en l'occurrence, c'était des investissements immatériels, puisque c'était plutôt des plans et notamment des études qui étaient avant travaux. Pour les amortir, il faut lancer les travaux dans les 2 ans qui suivent la dépense, et pour certains travaux, ils n'ont pas été dépensés à temps, donc on nous demande d'annuler ces amortissements, de faire une reprise sur amortissement. Une délibération qui ne coûte rien, à part du temps et l'énergie, puisque c'est juste une écriture comptable qu'on se doit de passer en conseil municipal ce soir. Merci Tristan. Y a-t-il d'autres questions? C'est épuisant, franchement. Dépenser du temps et l'énergie pour ça, on se demande pourquoi ça va mal. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, il s'agit d'une convention constitutive d'autorité concédante pour les mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires. Exactement, c'est une convention avec l'agglomération pour renouveler le marché de mobilier urbain au niveau de l'agglomération, puisque vous savez, on autorise l'agglomération de passer le marché à notre place pour l'ensemble du mobilier urbain qu'ils maîtrisent sur l'ensemble de l'agglomération. C'est une délibération similaire qu'on a fait il y a plus d'une dizaine d'années et qu'on renouvelle cette année pour qu'ils gèrent ce marché à notre place. Y a-t-il des questions ou des remarques à ce sujet? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. À présent, donc, je vais laisser la parole à Magali Douce concernant la convention territoriale globale avec la cave des Yvelines, entre la cave des Yvelines et la ville. Alors c'est très transversal, donc c'est vrai que c'est arrivé en petite enfance, enfance jeunesse, mais si tu veux, je le présente globalement et puis chacun interviendra dans son secteur. Je l'ai pas devant moi, voilà. Voilà, donc comme ça chacun interviendra dans son secteur puisque ça couvre un certain nombre d'éléments. J'ai pas la télé devant moi. Pas de souci. Nous sommes à ce sujet-là en fait sur un renouvellement donc d'une convention territoriale globale. La CAF des Yvelines est un partenaire essentiel pour notre lutte, c'est aujourd'hui le plus gros financeur
de notre commune et elle intervient dans un certain nombre de domaines, de secteurs, que ce soit sur la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, mais aussi par rapport au projet social. Donc avec le centre social est également amené à intervenir sur des secteurs comme le logement. Jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à la première CTG que nous avions conclue, qui était une première, auparavant nous avions un certain nombre de contrats spécifiques sur chacun des secteurs, et l'objectif de la cave des Yvelines est de pouvoir rassembler tout ça pour pouvoir travailler le plus possible en transversalité sur tous ces domaines. Cela donc nous a amené à une première convention territoriale globale avec eux qui se termine et dans ce fonctionnement, il a été proposé donc par la cave des Yvelines que nous fassions donc un nouveau projet de territoire à partir donc d'un diagnostic. Il nous a été proposé aussi, puisque la précédente CTG était sur 4 ans et la prochaine est sur 5 ans. C'est aussi un signe de confiance qu'on peut reconnaître de la part de la cave des Yvelines. Et donc sur ces 5 années, nous avons un certain nombre, donc dans les différents secteurs que j'ai énumérés, un certain nombre d'actions qui sont incluses, et sur toutes ces actions incluses dans la CTG nous permettront de pouvoir faire des demandes de financement auprès de la cave des Yvelines. C'est surtout ça l'essentiel qu'il faut comprendre dans cette délibération et dans cette convention territoriale globale. Des éléments qui ne seraient pas dans cette CTG seront plus difficilement subventionnables. Ça ne veut pas dire non plus que ce sera forcément subventionné, puisque on le voit dans les discussions que nous avons avec la CAF, donc une partie du financement provient de l'État, qu'un certain nombre de reversements ne seront plus les mêmes que ces dernières années. Donc avec un certain nombre de difficultés possibles de financement pour un certain nombre d'actions. Mais pour vous donner quelques exemples très récents d'intervention de la part de la cave des Yvelines, la cave des Yvelines nous a par exemple aidé sur le secteur petite enfance pour la mise en place de l'accueil Madeleine Bresse, nous a aidé sur Macour Passauvert, sur l'école Francis Jam, puisqu'il y a de l'accueil périscolaire à l'intérieur, donc là sur le secteur enfance. Nous accompagne sur le projet social qui a été renouvelé aussi cette année, donc avec un certain nombre de financements pour les actions, le personnel et les actions au niveau du centre social, et sur le secteur jeunesse également, sur un certain nombre de dispositifs, ou en tout cas un certain nombre d'actions que nous présentons en termes d'appel à projet sur l'accompagnement de l'accès à Internet ou d'autres actions, mais aussi sur l'accompagnement de la ville, sur le financement de la formation des agents sur ces secteurs-là. Enfin, quand je parle de ces secteurs-là, pardon, les secteurs de l'enfance et de la jeunesse, avec des financements de BAFA, en tout cas sur l'animation, financement de BAFA et de la. Voilà, donc c'est un élément particulièrement important pour pouvoir continuer de faire cet accompagnement. Évidemment, cet ensemble, avant d'arriver en délibération ici, a déjà obtenu l'accord de la CAF de son côté, et donc il faut que nous puissions confirmer tout ça au niveau de la commune pour pouvoir avancer et donc monter l'ensemble des dossiers de financement qui vont être. Je ne sais pas si au niveau des collègues, vous souhaitez ajouter des éléments. Denis ? Oui, il importait aussi dans cette CTG de prendre en compte le service public de la petite enfance et notamment le fait que depuis le 1er janvier 2025, les communes sont autorités organisatrices par rapport à tout ce qui est prestations de petite enfance. Donc parmi les 4 points essentiels, recenser les besoins des familles, des enfants de moins de 3 ans, informer et accompagner les familles, ce qui est indiqué là, planifier au vu des recensements les besoins, le développement des modes d'accueil, ce qu'on avait déjà démarré dans la convention précédente,
et soutenir la qualité des modes d'accueil. C'est important, effectivement obligatoire, d'intégrer ces éléments de la SPPE dans cette convention. Donc, voilà, pour la petite enfance. Jenny, tu as tout à fait raison de rappeler ça, puisque on oublierait presque que ce service public de la petite enfance, finalement, est un transfert de responsabilité vers les communes de la question de la petite enfance, sans que, évidemment, nous ayons un centime de plus de la part de l'État, et surtout sans que nous n'ayons, pour le moment, à la fois des textes réglementaires qui devraient être assortis par rapport à ces nouvelles responsabilités qui nous incombent, mais aussi avec un certain nombre de flous pour le secteur privé, qui aujourd'hui ne sait presque plus vers qui se tourner pour faire l'ensemble des agréments et des vérifications et des accompagnements nécessaires sur ce secteur privé. Voilà, évidemment ça va venir, mais nous avons l'ensemble de ces responsabilités, en effet, depuis le début de l'année. C'est-à-dire il y a plus de 6 mois maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette CTG? Anne-Denon. Deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a eu continuité finalement entre les actions sur la précédente CTG et celle-ci qui démarre en 2025? Et la deuxième question, c'est vous avez listé les orientations que vous souhaitez poursuivre et prendre sur cette nouvelle convention, et est-ce que vous avez quelques éléments, déjà projets plus précis que vous pourriez nous décrire au-delà de ce qui est listé et qui est plus générique? La formation des budgets. Oui. Par exemple, j'évoquais, si tu veux le signaler, Magali, sur la formation de nos agents et de notre équipe d'animation, justement. Oui, depuis plusieurs années, on vous disait qu'il était nécessaire que le personnel encadrant soit formé. Et bien, grâce à ces subventions, on peut multiplier les personnes que l'on peut envoyer en formation, puisqu'une partie, en fait, est prise en charge par cette CAF. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui passent des BAFA, des BRFD, des GEPS, pour pouvoir prendre en charge un centre de loisirs, pour pouvoir être toujours mieux formés. Et l'autre élément aussi que l'on peut citer, c'est mieux prendre en charge les enfants en situation de handicap et l'inclusion. Et donc, voilà, c'est aussi un élément important de cette CTG. Qui n'était pas forcément signalé en fait dans la précédente et qui s'ajoute aujourd'hui. Il y a un troisième élément aussi qu'on peut citer, hein, qui est signalé d'ailleurs sur la reconstitution de l'offre municipale d'accueil petite enfance pour mieux répondre aux besoins des familles, puisque en faisant le bilan de ces dernières années, et notamment sur la période, on parle maintenant souvent de pré-Covid, post-Covid, et donc sur la période depuis Covid, l'offre de solutions de garde sur la petite enfance diminue de manière générale en France, diminue évidemment sur notre commune, avec à la fois une diminution du nombre d'accueils possibles dans le secteur privé, donc moins d'assistantes maternelles dans le secteur privé, et aussi de notre côté des départs en retraite et des difficultés de recrutement de manière générale. Et donc c'est un sujet sur lequel on avait commencé à travailler, à discuter avec la CAF des Yvelines à la fin de la précédente CTG, mais dans la nouvelle CTG, c'est très directement inclus. Et sur la question s'il y avait une discontinuité ou pas entre les deux Alors, conventions. sinon sur l'ensemble des éléments, évidemment, il y a une continuité. Et il y a des continuités d'action, hein, puisqu'on est aussi sur un temps long, sur un certain nombre de choses. Sur les éléments qui ont été ajoutés, c'est principalement les trois éléments qui viennent de vous être signalés là. Même si auparavant, sur la question de l'inclusion, on avait engagé un certain nombre d'éléments, là c'est plus fortement signalé par la CAFI, puisque ça fait aussi partie aujourd'hui de leurs priorités.
Sur la continuité, on peut évoquer toutes les actions qui sont liées à la parentalité au centre social, par exemple, et qui étaient inscrites dans la première CTG et qui sont toujours, et il faudra certainement encore reconduire, quoi. Tout à fait, comme le lien intergénérationnel, qui était justement inclus dans la première CTG, et sur lequel on a travaillé durant le mandat, mais aussi dans le cadre justement de cette CTG, avec un certain nombre d'accompagnements de la CAF. Alors, à la fois de la CAF, mais aussi à la fois de la CNAV, sur un certain nombre d'éléments et financements. Et voilà, le changement, Frédéric le souffle, le prolongement, donc en tout cas du contrat sur 5 ans, doit aussi permettre de réaliser la même chose à terme sur le projet social, donc cette fois côté centre social, qui était aussi sur 4 ans, et l'objectif est de stabiliser en fait l'ensemble sur les mêmes durées, sur une plus longue durée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Je vous propose donc de passer au vote pour cette convention importante pour nous, donc qui fera courir cette convention territoriale globale jusqu'à 2029. Qui est pour? Et donc pour vérifier, contre, abstention, refus de vote, unanimité, merci bien. Et cette fois, je vais passer la parole à Magali Douce sur le secteur de l'enfance pour la mise à jour du règlement intérieur des temps péri et extrascolaires. Merci. Donc là, c'est une délibération qui vise à nouveau à autoriser Monsieur le maire à modifier le règlement intérieur. C'est un petit peu habituel, je dirais, lors du conseil municipal du mois de juin. Le règlement intérieur du périscolaire sera modifié sur 3 éléments. L'ensemble de ces éléments ont été abordés et traités en comité des temps de l'enfance et de la jeunesse, et donc avec les parents présents et représentants des parents. Ces propositions font suite à un bilan du service enfance. Alors, un premier bilan. Vous savez, jusqu'à présent, quand des parents désinscrivaient leurs enfants à la restauration, au périscolaire ou à l'étude le soir pour le goûter ou au centre de loisirs, ils bénéficiaient d'un remboursement de 50%, lié donc au fait qu'il fallait quand même prendre en charge le coût des encadrants. Malgré ce remboursement de 50%, on s'est rendu compte que les parents ne désinscrivaient pas leurs enfants. Et donc, nous avions un gaspillage alimentaire chaque jour de repas important. Alors, même si la commune fait en sorte que l'ensemble de ces repas ne soit pas jeté à la poubelle et redonné, c'est quand même un gaspillage puisqu'ils sont financés. Donc, le service enfance a réfléchi et s'est dit qu'il fallait peut-être proposer une mesure beaucoup plus incitative pour les parents. Et donc aujourd'hui, pour les parents qui désinscriraient leurs enfants 2 jours ouvrables avant leur absence, ils seraient remboursés à 100%. Voilà. Donc on espère sensibiliser l'ensemble de ces parents à la question d'une gestion plus responsable des ressources alimentaires pour la commune. Donc ça, c'est le premier point. Les parents y ont été sensibles. On fera un bilan à nouveau pour voir si cette mesure plus incitative leur porte ses fruits. Voilà. La deuxième proposition, vous le saviez, jusqu'à présent, on avait donc constaté un nombre très très important d'enfants sur en particulier les mercredis et les jours de vacances. Et comme ces parents ne prévenaient pas de l'absence de leurs enfants, on ne pouvait pas redonner ces places à des parents qui en avaient besoin. On avait instauré un système de pénalité.
Voilà. Et malgré ces pénalités mises en place, il y a toujours autant d'enfants absents sur ces journées de centres de loisirs ou de périscolaires. C'est monté au maximum quand même à 211 journées d'absence sur les vacances d'avril, pas de cette année, de l'année précédente. Alors, le service enfance a fait des calculs, c'est jamais le même nombre d'une période de vacances sur l'autre, donc ça dépend de ceux qui préviennent ou pas. Mais quand même, le service enfance s'est quand même rendu compte qu'il y avait des parents qui prévenaient absolument pas, et d'autres quand même, qui faisaient l'effort d'appeler le service enfance pour indiquer donc de l'absence de leurs enfants. Donc, il a été décidé que pour tous les parents qui prennent le temps de prévenir le service enfance, on ne leur appliquera plus cette pénalité. Ils paieront bien sûr la première journée d'absence de leurs enfants, et s'ils indiquent que l'enfant est malade et qu'il sera absent 5 jours, ils paieront la première journée et pas les autres, merci. Mais si en plus on peut réaffecter ces places à des enfants, ils ne paieront plus du tout cette journée d'absence. Mais pour pouvoir réaffecter la place à ces enfants, il faut qu'il y ait une liste d'attente. Alors elle existe aujourd'hui, mais elle n'est pas clairement identifiée dans le règlement intérieur. Donc peut-être que des parents ne se permettent pas et n'osent pas appeler le service enfance pour dire qu'ils aimeraient bien être sur la liste d'attente. Donc il a été, et c'est le troisième point, décidé d'inscrire la procédure d'inscription sur liste d'attente. Voilà. Comme ça, chaque parent sera informé. Il y a une petite contrainte, il faut quand même, pour pouvoir réaffecter cette place, que les parents préviennent avant 8 heures le jour même. Voilà. C'est-à-dire que si l'enfant est absent est malade pendant la nuit, par exemple, et bien, ils prennent le temps d'appeler, d'envoyer un message au service enfance. Voilà. Donc, cette délibération vous demande donc d'accepter cette modification du règlement intérieur sur ces 3 points. Merci Magali. Y a-t-il des questions ou des remarques? Aldedon? C'était très clair, Magali, sur ce que vous présentez sous forme de différence par rapport au RG précédent. Et c'est louable de chercher à trouver l'optimum d'organisation à la fois pour les moyens de la commune, les parents qui font l'effort de d'excuser leur enfant et les parents en liste d'attente. Par contre, comment est-ce que l'information elle est donnée aux parents? Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on a voté successivement plusieurs fois des évolutions parce que c'est normal de se tâter pour chercher l'optimum. Et j'imagine bien qu'un parent, quand un enfant à l'école, va peut-être lire la première fois le règlement intérieur, mais je ne suis pas sûre qu'il le relise tous les ans. Donc comment est-ce qu'on s'assure que l'information passe bien auprès des parents et qu'ils ne finissent pas par s'y perdre un petit peu? Alors, effectivement, c'est intéressant. Donc il y a 2 choses. À chaque fois qu'il y a une modification du règlement, les parents qui ont aujourd'hui leurs enfants inscrits au service enfance sont prévenus. Des mails, qui leur sont totalement dédiés. Ensuite, ce règlement intérieur, il va être applicable à partir du 1er septembre 2025. Et donc, chaque nouveau parent qui va inscrire pour la prochaine année scolaire ses enfants doit avoir lu le règlement intérieur et doit l'avoir validé. Donc, du coup, j'entends qu'il n'y a que le mail qui pourrait prévenir les anciens parents. On reçoit tous énormément de mails dans la même boîte, donc j'ai juste une petite crainte, c'est que ça passe inaperçu. Alors, c'est inscrit sur leur portail famille quand ils sont enregistrés. C'est un sur le portail. Oui, voilà. D'accord. Et puis, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et les parents représentants de toutes les associations de parents d'élèves de la commune se sont fait aussi le relais de cette information qu'ils estimaient être une bonne nouvelle. Et je pense que ça a même commencé à être diffusé avant la délibération. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'ils aient gardé la bonne nouvelle pour eux. Ça veut dire qu'il faut qu'on vote là pour les rassurer quand même. Y a-t-il d'autres questions ou des remarques?
passer au vote. Qui est pour? Pour vérifier, abstention, refus de vote. Qu'est-ce que j'ai oublié? Contre. Unanimité, merci. Ensuite, une délibération concernant le scolaire que je vous présente en excusant l'absence d'Émilie. Alors, c'est une délibération d'abrogation d'une autre délibération qui concernait le règlement des transports scolaires. IDFM a souhaité reprendre cette compétence en matière de transport scolaire à partir de la prochaine rentrée, ce qui fera que les familles effectueront l'ensemble de leurs démarches auprès de l'IDFM et qu'évidemment, dans ce cadre-là, le règlement qui s'appliquera ne sera plus celui qu'on avait établi au niveau de la ville, mais celui qui sera établi par IDFM. Nous n'avons plus donc la charge administrative de cette organisation de transport et nous n'aurons plus l'incidence financière pour nous, c'est-à-dire l'économie pour nous d'un montant de 2 000 €. Et donc ça veut dire que le règlement des transports scolaires que nous avions voté le 19 juin 2023 n'a plus lieu d'être. Et c'est l'objet donc de cette délibération, puisque pour défaire une délibération, il faut prendre une délibération. Y a-t-il des questions ou des remarques? Et Raymond Vesco? Quand j'ai vu ça, je me suis demandé si c'était une bonne nouvelle ou pas. L'avenir nous le dira, mais quand on voit la manière dont sont traitées certaines lignes de bus, y compris pour chez nous, en étant traitées de loin et où on intervient une fois que les décisions sont déjà engagées, voire arrêtées, voilà. Ça peut être une simplification pour nous, mais c'est quand même un éloignement, encore une fois, de la commune. Alors certes, c'était une charge, mais ça nous permettait quand même de réagir et d'intervenir. Je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne nouvelle à terme. En tous les cas, il faudra qu'on veille très activement à ce que ça ne se traduise pas par une suppression de services, comme on peut le constater sur ces questions de transport. Je peux prendre la parole juste pour... Oui, Magali. C'est peut-être... Avec le micro. C'est peut-être aussi le moment de sensibiliser tous les parents qui habitent les hameaux et qui utilisent ces transports, de ne pas être des consommateurs de ce service et peut-être de prendre le bus matin et soir. Voilà. Et je pense que dans ce cas-là, bien sûr, ils ont le droit d'emmener leurs enfants, hein, c'est pas du tout ça à l'école, mais plus ils prendront la ligne, et moins on la touchera, cette ligne. Enfin, je pense aussi quand même. En effet, ce que je n'ai pas signalé, c'est que depuis 2011, cette compétence sur le transport scolaire est au niveau de la région. Donc au niveau d'Île-de-France Mobilité pour nous. Et c'est une convention de délégation de compétences que nous avions jusqu'alors. Convention de délégation de compétences que Île-de-France Mobilité n'a plus voulu en fait renouveler au terme de la dernière convention que nous avions de 4 ans, donc pour la rentrée prochaine. Néanmoins, malgré cette convention que nous avions, les discussions chaque année par rapport au circuit de bus, par rapport aux arrêts, sont de plus en plus compliquées, avec des tentatives, déjà donc, sur les dernières années, de supprimer certains arrêts dans certains hameaux, parce que Île-de-France Mobilité considérait qu'il y avait moins de 5 ou 4 enfants qui prenaient le bus sur ce hameau.
Donc on a réussi à tenir bon jusqu'à présent. Évidemment, nous continuerons de défendre cette ligne de bus scolaire, comme nous l'avons fait jusqu'à présent dans le cadre de cette convention. Mais tu as raison, Magali, les personnes qui inscrivent leurs enfants en début d'année doivent s'assurer qu'ils utilisent ce service. Ce qui n'est pas forcément le cas, et on voit une grande différence entre le nombre d'inscrits pour l'utilisation de ce service et le nombre d'utilisateurs. Et on le sait sur d'autres problématiques que nous avons dans le secteur et que nous suivons aussi particulièrement avec nos collègues des communes alentours, et par exemple sur les lignes qui vont vers Versailles, Île-de-France Mobilité se contente très souvent de faire des comptages via ces transporteurs, sans forcément une vérification de terrain de leur part, et à la fin, on est toujours perdant. Donc il faudra absolument qu'on sensibilise les parents qui utilisent ce service en début d'année, l'ensemble des parents, et qu'on puisse s'assurer s'il y a des changements de la part d'Île-de-France Mobilité, qu'ils soient, on va dire, justifiés totalement, mais même sur le terrain. Et ça, voilà, aujourd'hui on a l'habitude de le faire en quelque sorte. C'est une charge administrative, certes en moins de notre côté, mais nous devons absolument garder justement cette charge de vérification de ce service, et évidemment on sera compté sur les parents d'élèves pour pouvoir nous signaler toute problématique. Je précise tout de même que nous avons toujours l'accompagnateur, l'accompagnatrice en l'occurrence, pour les maternelles, et donc il est à la charge de la commune. Y a-t-il d'autres questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Ensuite, je vais passer la parole à Jean Tancerel sur une convention de partenariat avec 50 ans Yvelines et Arthur Lecomte sur un potager en permaculture au Buisson. Merci. Effectivement, donc là, par cette délibération, il s'agit d'approuver les termes de la délibération et ensuite d'autoriser M. le maire à la signer. C'est une convention tripartite entre Saint-Quentin, la commune et le partenaire, M. Arthur Lecomte, comme vient de rappeler M. le maire. Alors, il ne s'agit pas d'urbanisme là proprement dit, néanmoins, pas de construction, mais néanmoins il y a un aménagement, un aménagement de substrat pour faire, en fait, et c'est l'objet, pour faire de la permaculture à partir de déchets végétaux. Et ce monsieur, le partenaire, lui qui est appelé le partenaire dans la convention, c'est monsieur Arthur Lecomte. Il a montré tout son savoir-faire au golf en matière de permaculture. Donc maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est de passer, c'est ce qu'il se propose, passer du savoir-faire au faire savoir. Dans le cadre d'une action très pédagogique, il est bénévole, volontaire, pour associer tous ceux qui voudront bien autour de cette parcelle de 300 mètres carrés, hein, qui relève d'un espace géré par Saint-Quentin-en-Yvelines, mais qui est la propriété de la commune. Donc les habitants, les associations, le centre de loisirs pourront ainsi s'investir dans la permaculture et puis ensuite récupérer les fruits de leur travail au sens propre, les fruits et les légumes. Il n'y a pas de business là-dedans, il n'est pas question de revente des produits récoltés, obtenus. Que vous dire encore bien sur les termes de cette convention qui crée effectivement, comme tout contrat, des obligations pour les uns et pour les autres.
Concernant le partenaire, bien sûr, il devra au moins une fois par an, je crois que c'est au moins une fois par an, non, 2 animations même par an qu'il devra assurer. Ensuite, voilà, il sera tenu, pas question, on vous précise les horaires, pas question de faire du bruit la nuit, donc ça se fera en journée, pas le dimanche. Je ne sais pas ce qu'on peut encore retenir de toutes ces obligations. Mettre la production du potager à disposition des habitants, bon, ça je l'ai déjà un petit peu précisé. Voilà pour l'essentiel de cette convention. Merci Jean, et ça me donne l'occasion de remercier Arthur Lecomte qui fait tout ça en effet bénévolement avec une très grande expertise, de remercier aussi les habitants qui déjà investissent le lieu et un bon groupe d'habitants qui s'est structuré autour de ce projet qui est mené donc par l'agglomération sur les projets d'agriculture urbaine qui ont pour objectif de sensibiliser les habitants aux questions de l'agriculture et aux questions environnementales. Et cet espace est le 3e sur l'agglomération qui est monté après un verger participatif sur la Sourderie entre Voisins et Montigny, après un verger participatif aussi d'éco-pâturage sur le Val-Fabry à Coignard. Et donc là c'est sur le quartier du Buisson avec une partie sur un verger participatif et un projet, une proposition qui a été faite donc, par cette personne de pouvoir apporter son savoir-faire aux habitants sur les questions de permaculture. J'en profite pour vous signaler que l'ensemble pousse particulièrement vite, avec un démarrage de production dès à présent. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller encore, je vous invite à y faire un tour. Arthur Lecomte y est de manière très régulière avec les habitants. Donc autant dire que les 2 animations par an, il les a déjà largement dépassées pour cette année. Et puis évidemment, c'est un projet donc, qui sera inauguré avec l'agglomération le 5 juillet prochain après-midi. Donc si vous êtes présentes et présents, je vous invite aussi à venir participer avec plein d'animations autour de l'agriculture, mais aussi avec la réouverture, la réouverture du gymnase. Et donc aussi plein d'animations sportives qui y seront liées. Voilà, vous aurez peut-être même la chance de découvrir la conduite d'oie avec des chiens bergers. C'est à voir. Et pour votre information complémentaire également, toujours dans ce domaine-là, puisqu'on a quelques interrogations d'habitants sur des clôtures qui sont en train de se mettre en place le long de la voie Jean Moulin à l'entrée du quartier du Buisson jusqu'au bassin du Buisson. Ces clôtures ont pour vocation d'accueillir de l'éco-pâturage qui est principalement lié à la lutte contre la renouée du Japon. Et donc nous devrions avoir des chèvres et des moutons qui vont arriver à cet endroit-là, surtout les chèvres, pour manger la renouée et éviter qu'elle prolifère. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Jean. Peut-être pour compléter, l'idée aussi, mais c'est dans la convention et dans la présentation, c'est que ces habitants très, très motivés finissent par... Pardon, je vais éteindre l'idée, c'est que les habitants... voilà, M. Arthur Lecomte, il donne le souffle, l'élan, et après, peut-être que les habitants très motivés se constituent en association. Anne-Dedans. Oui, c'est vraiment une proposition très louable de pédagogie écologique. J'espère que les habitants vont pas être déçus parce que c'est quand même une parcelle pas très grande. L'ordre de grandeur, c'est comme une parcelle de jardins familiaux à peu près. Jardins familiaux, il y en a 50 mètres carrés. Oui, mais les plus grandes sont... Je ne sais pas si il y en a 300. 250. C'est 250 et il voilà, reste plus beaucoup. en ordre de grandeur. Une belle parcelle, quoi. Et du
coup, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui peut venir en même temps. Ou voilà, c'était juste. J'imagine mal une classe entière venir, mais peut-être que je me trompe, hein, venir sur le site. Raymond Vesco. Toute la question, je maîtrise parfaitement. Toute la question était de comprendre comment tout ça fonctionnait. On a eu une explication encore cet après-midi tout à fait passionnante. On voit bien que ça fonctionne parce que il fait sec et ça pousse beaucoup. Rien ne nous empêche d'augmenter les surfaces. Encore faut-il avoir tout le monde qui le fasse, trouver des mètres cubes et des mètres cubes de bois. Voilà, il y avait beaucoup d'interrogations avant que ça débute. Effectivement, s'il y a une passion pour ce système-là, il n'y a pas besoin de grande surface, hein, ça fonctionne aussi dans vos jardins privatifs. Une fois que vous avez fait les lasagnes, vous ne les mangez pas tout de suite, hein, c'est des lasagnes de bois, de terre, de carton, de plein de choses comme ça. En gros, ça dure entre 10 et 20 ans. Voilà. Donc, allez voir comment ça marche et n'hésitez pas à faire ça dans votre jardin, c'est passionnant. Et évidemment, dans les discussions que nous avons eues avec Arthur Lecomte lorsqu'il est venu nous proposer ce projet sur la commune de Manille-les-Hameaux, on a regardé avec lui pour pouvoir commencer quelque chose aussi d'assez modeste pour un premier essai. L'objectif étant de voir si ça fonctionne, si les habitants de manière générale présentent un intérêt. Et évidemment, ce principe de jardin participatif peut se développer sur d'autres espaces publics de la commune, de manière assez, assez facile, en tout cas au niveau de la mise à disposition des espaces. Alors, espaces publics, voire même des espaces de copropriété, là-dessus, sans problème. Et donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées dans ce cadre-là, il faut qu'ils viennent nous voir et on regarde comment monter ça. Évidemment, on regardera aussi avec Arthur Lecomte les possibilités qu'il y aura lui ou d'autres personnes. Mais c'est vrai que un certain nombre d'interrogations avaient été soulevées en début d'année quand on commençait à voir des amas de végétaux et certaines personnes étaient inquiètes en nous disant oh là là, du déchet. En fait, aujourd'hui, le déchet est totalement rangé et c'est ce qui alimente quelque chose qui est en autosuffisance en fait, en termes de fonctionnement. Et c'est bien là le principe de la permaculture. Vraiment, allez voir. On y était tout à l'heure puisque nous faisions sur place une visite pour l'ensemble des acteurs de l'agriculture de 50 ans en Yvelines dans le cadre du plan d'action sur le développement de l'agriculture locale. Allez voir, aujourd'hui, après l'ensemble des jours très secs de canicule que nous avons eus, certes les feuilles des tomates sont un petit peu flétries, mais en fait ça continue de pousser, c'est-à-dire que et sans absolument aucun arrosage. Ouais. Donc c'est vraiment un très bel exemple de ce qui est possible de faire, un très bel exemple éducatif qui peut être reproduit par tout le monde, toutes les personnes qui ont la chance d'avoir un espace privatif, mais aussi sur les espaces communs. Ouais. Donc là-dessus, vraiment un très bel exemple éducatif à promouvoir. Alors, vous évoquiez est-ce qu'il y a la place pour accueillir une place. On a plusieurs espaces en fait finalement d'agriculture urbaine dans ce cadre-là. C'est quelque chose qui peut tout à fait se développer à la fois sur cet espace spécifique de maraîchage, mais aussi pourquoi pas sur d'autres espaces. Je pense par exemple juste à côté sur l'école André Gide, il y a un petit potager. On pourrait très bien imaginer d'autres projets dans ce cadre-là autour justement de cette permaculture. Il y a aussi le verger participatif qui est à côté avec des bandes de pelouse fleurie, de prairies fleuries, pardon,
qui vont se développer. Donc il y a énormément de possibilités autour de l'éducation à la biodiversité et de l'environnement dans ce cadre. Est-ce qu'il y a... Juste apporter une précision, parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées, des bruits concourus, ça n'attire pas les rats. Ah non, très bien. Je vous propose de passer au vote sur cette convention. Alors, qui est pour? Oui, je change un peu au fur et à mesure. Et pour vérifier, abstention, refus de vote, contre, unanimité, merci. Ensuite, deuxième délibération, toujours pour Jean Poncerel sur la dénomination d'une voie qui longe le collège. Oui, alors là, on a été essayé à la reconstruction du collège, on a été sollicité par le maître d'œuvre. C'est deux voies, en fait, qui sont concernées, deux voies qui n'avaient pas de nom. Et comme les logements de fonction, en fait, changent un petit peu d'orientation, donc c'est la voie qu'on connaît bien au sud qui dessert la plaine de Chevincourt et puis le collège, et puis au nord, au Debourg, il y a aussi une question d'adressage de 5 logements de fonction. Ces deux voies qui vont se rejoindre n'avaient pas de nom. Il vous est donc proposé un nom. C'est, moi je trouve, judicieux parce que c'est en résonance avec le collège Albert Einstein, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé sur les équations d'Albert Einstein, et donc quelqu'un qui est, que j'avoue, je ne connaissais pas, mais qui est très très solide en physique et en mathématiques, en physique dure. Il s'appelle Yvonne Choquet-Ruat, qui a été décédée depuis peu, au mois de février je crois, qui est née à Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux, pour ceux qui connaissent. Elle est décédée. Elle est née dans le Nord. Elle est née dans le Nord, merci Arnaud. Et Mérignac, la ville banlieue de Bordeaux, où se trouve l'aéroport, on connaisse peut-être. Et cette dame qui a intégré l'Académie des sciences dès 1979 est donc quelqu'un de très 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 érudit. Et je vais vous dire encore, elle a travaillé sur... Aujourd'hui, ses travaux sont utilisés pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc, il vous est proposé... On a opté plutôt pour aller, plutôt que rue, parce qu'effectivement, une partie de cette... au début, c'est carrossé, la partie qu'on connaît bien, mais après, le long des logements de fonction, ce sera plutôt piétonnier, ce sera piétonnier ou vélo. Donc l'idée d'une voie, c'est peut-être plus, on peut en discuter, mais c'est peut-être plus approprié. Voilà. Merci Jean. Y a-t-il des remarques ou des questions à Denon? Je vais juste me permettre un tout petit complément, Jean, si tu permets. Donc effectivement, je ne connaissais pas non plus, donc je me suis empressée de regarder la même source universelle de savoir, je pense. Et donc c'est la première femme mathématicienne qui a démontré les théories d'Einstein. Voilà. Donc un grand oui. Ah oui, ça tombe bien, ça va au collège Einstein. On a perdu. Mais c'est vraiment une question pour Banco, Super Banco, pour jouer. Je vous propose donc de passer au vote pour cette dénomination donc, de l'allée Yvonne Choquet-Ruat. Y a-t-il... qui est pour? Et pour vérifier, qui est contre? Abstention, refus de vote, unanimité. Je vous remercie. Il y a la liste des décisions municipales. Est-ce qu'il y a des questions? Denon. Au sujet de la décision 2025-14 du 1er avril, donc la commune souhaite exercer son droit de préemption sur une surface d'environ 2500 m² à une adresse qui est au village Anani-les-Hameaux, dans un coin assez au bout du village.
et donc à une première offre à moins de 1 euro le mètre carré. Et si je comprends bien, le propriétaire a 2 mois pour faire recours, pour essayer de faire monter un peu le prix avec un tribunal compétent. La personne qui a l'adresse que vous avez indiquée, c'est une personne âgée de 86 ans, mais c'est peut-être pas lui le propriétaire de la parcelle, en tout cas, ou cette... donc c'est pas le propriétaire de la parcelle. Et donc du coup la question c'est quoi le projet pédagogique que vous voulez faire à cet endroit-là? Et la deuxième question c'est comment a réagi le propriétaire, parce que les 2 mois sont quasi écoulés à 4 jours près. Et est-ce qu'il a saisi le tribunal compétent pour faire monter un peu le prix, sachant que j'ai entendu parler d'un premier prix de vente, enfin d'un souhait de mise en vente à 65 000 euros, et donc, donc du coup là, 1 euro du mètre carré, c'est pas du tout les mêmes niveaux d'achat, donc ça suscite quelques questions. Vous avez tout à fait raison de poser ces questions. Ça me permet de signaler d'abord que nous avons travaillé sur un atlas de la biodiversité communale suite au financement et à la sélection par le parc naturel régional de notre commune. Cet atlas de la biodiversité communale a abouti à un plan d'action qui a été présenté d'ailleurs aux habitants il y a quelques temps maintenant, puisque c'était à l'aboutissement de l'ensemble de ces démarches, au-delà de tous les aspects citoyens qui ont eu lieu de comptage, de sortie, de connaissance de la biodiversité sur notre commune. Et dans le cadre de ce plan d'action, il y a notamment la mise en place d'un espace pédagogique de sensibilisation à la biodiversité et à la nature. Et donc c'est bien dans ce cadre-là que nous regardons aujourd'hui les possibilités de terrain sur la commune. Lorsque nous avons vu la vente de ce terrain, qui est un terrain en zone naturelle, qui est une prairie arborée, en début de vallée de la Mérantaise, donc avec l'ensemble des niveaux de protection de cette vallée de la Mérantaise dans le cadre d'un site classé. Lorsque nous avons vu le prix de vente de ce terrain qui était plutôt assimilé à un prix de vente de terrain quasi constructible, finalement, nous avons été surpris de toute façon de ce prix de vente. Évidemment, nous avons, par rapport au projet qu'il y a de recherche d'espace pédagogique, nous avons regardé la préemption, mais évidemment, hors de question pour nous de préempter un tarif qui est en dehors des tarifs qui existent sur des espaces naturels ou prairies dans l'ensemble de notre secteur. Donc la proposition qui a été faite a été d'être sur les tarifs plus classiques que nous connaissons autour de l'agriculture et des espaces naturels du secteur. D'où ce prix à 2500 € du mètre carré. Depuis... pardon, 2500 € au total. Voilà. Oui, et depuis, donc, la personne a renoncé à la vente. Merci pour les explications. Par contre, il ne s'agit pas du propriétaire que vous imaginez. Ça me rassure parce que j'avais des doutes sur sa capacité à réagir vu son âge. Donc c'est très bien comme ça. Je pense que ça n'est pas la même parcelle par rapport à ce que vous imaginez. Je pense que c'est la même adresse en fait. Mais on a vérifié la parcelle sur Géo. Alors c'est plus lui le propriétaire. Oui, c'est ça. Il l'a vendu à quelqu'un qui toujours le revend. C'est ça. C'est ce qu'on m'a dit. Du coup, j'ai perdu mon fil. Ah oui.
Juridiquement, c'est juste pour mon éclairage, est-ce que la personne doit faire un geste pour vous signifier qu'elle est d'accord ou c'est lorsque le délai est échu, du coup c'est... Alors, il y a deux possibilités par rapport à la renonciation. Soit le délai est échu et c'est un délai de 2 mois et donc c'est une renonciation à la vente, soit le propriétaire nous le signale par courrier, c'est ce qui est fait. Et ça me donne l'occasion de signaler que nous sommes particulièrement vigilants au niveau de la commune sur l'ensemble des ventes qui existent sur les secteurs naturels de la commune. Et on le fait évidemment à chaque fois en lien avec les services à la fois du conseil départemental sur les zones sensibles, à la fois avec la région aussi, et puis avec la SAFER autant que possible. Donc à chaque fois on regarde avec l'ensemble des partenaires et en lien avec le parc naturel aussi et la protection des sites. Donc là-dessus, dès qu'on a connaissance, on vérifie l'ensemble. Et évidemment, nous avons toujours donc, ce projet d'espace pédagogique, d'un ou plusieurs même espaces pédagogiques qui puissent permettre de sensibiliser notamment les plus jeunes et la population. Raymond Vesco. On a vraiment intérêt à être extrêmement attentif à ce qui se passe dans ce qu'on appelle les lisières. Parce que on peut se retrouver avec, dans des endroits extrêmement sensibles, avec de l'urbanisation qui au départ n'en est pas vraiment, mais qui en devient très très vite. Donc, je peux vous garantir qu'on est très très attentif à tous ces endroits qu'on a bien identifiés, où on voit des choses qui bougent et qui peuvent conduire à de l'urbanisation dans des endroits qu'on cherche à protéger. Alors, il se trouve qu'on a travaillé avec le parc, y compris sur ces questions-là, il n'y a pas très longtemps. Je vous invite tous à être extrêmement sensibles à ça. Je veux dire, le gain, l'appât du gain peut conduire effectivement de temps en temps à se dire j'ai une petite pépite entre les mains et voilà. L'idée c'est vraiment de protéger ce fond de vallée et cet environnement au maximum. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, cette séance du Conseil municipal est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci.